Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de vous joindre à cette conférence de presse, au cours de laquelle Thomas Buberl, directeur général, Frédéric de Courtois, directeur général adjoint, et Alban de Maynel, directeur financier, vont vous présenter les résultats semestriels 2023 du groupe AXA. À l'issue de cette présentation, ils se tiendront à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Je laisse maintenant la parole à Thomas Buberl. Merci, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la présentation des résultats semestriels d'AXA. Les membres du comité de direction et moi-même sont ravis d'échanger avec vous aujourd'hui. Si je prends le premier slide, ce premier semestre 2023 a été marqué par un contexte géopolitique et économique qui reste incertain. Malgré cela, AXA a généré à nouveau des bons résultats. Ils reflètent à la fois la pertinence de nos choix stratégiques, la solidité de notre modèle, mais aussi l'engagement de nos collaborateurs. Pour commencer, nos primes ont progressé de 2% à 55,7 milliards d'euros. Cette croissance de qualité démontre l'équilibre de notre mix d'activités et les bonnes performances de nos lignes de métier. Je pense notamment au segment dommages, mais aussi à la prévoyance et à l'épargne. Le résultat opérationnel atteint l'excellent niveau de 4,1 milliards d'euros. Vous le savez, les non comptables IFRS 17 et IFRS 9 ont fait évoluer notre reporting. Cela explique les différentes variations sur ce slide et le suivant. Notre résultat opérationnel a augmenté de 5% par rapport au premier semestre 2022 en IFRS 4 et de 18% en IFRS 17. Cela témoigne de la très bonne rentabilité technique de nos métiers et de nos marchés, notamment en France et en Europe. Je reviendrai également sur l'excellente performance d'AXA XL. Le résultat opérationnel par action est en forte croissance de 8%. Il reste à un niveau supérieur à l'objectif de notre plan stratégique qui prévoit une hausse entre 3 et 7% sur la durée du plan. Notre ratio de solvabilité 2 atteint 235%, en hausse de 20 points par rapport à la fin 2022. Ce très bon niveau est bien au-delà de notre objectif de 190%. Je vais maintenant entrer plus dans le détail de la très bonne performance de nos marchés. Vous voyez ici, sur ce slide 6, la variation de nos marchés selon les normes IFRS 17, mais aussi IFRS 4. Nous avons généré au premier semestre une très bonne performance opérationnelle grâce à nos marchés clés. Sous les nouvelles normes comptables, en France, le résultat opérationnel atteint 1 milliard d'euros en hausse de 20%. En Europe, le résultat dépasse 1,5 milliard en hausse de 18%. En Asie, Moyen-Orient, Amérique du Sud et Afrique, le résultat est supérieur à 800 millions d'euros. Il augmente de 8% sous IFRS 17. Ces niveaux de croissance sont très satisfaisants. Dans nos marchés transversaux, la croissance opérationnelle d'AXA IM a baissé de 7% à 0,2 milliard d'euros, ce qui traduit des conditions des marchés difficiles pour la gestion d'actifs. Je tiens surtout à souligner l'excellente performance d'AXA XL en hausse de 35%. Nous y avons dégagé plus de 900 millions d'euros au premier semestre, un résultat qui est presque équivalent à celui de la France. AXA XL est à nouveau très bien positionné pour dépasser son objectif de 1,2 milliard d'euros de résultats opérationnels cette année. Je voudrais en venir maintenant au bon positionnement de notre modèle entreprise. AXA peut s'appuyer sur un modèle extrêmement équilibré.
avec environ 50% de notre activité dédiée aux entreprises et environ 50% aux particuliers. Je commence par les entreprises. L'activité dommages représente environ 40% de nos primes globales. Frédéric de Courtois reviendra sur notre excellente performance dans cette ligne de métier, notamment portée par AXA XL et l'Europe. L'environnement de tarification favorable et notre croissance organique nous ont permis d'obtenir d'excellents résultats techniques. La santé et prévoyance entreprise représente 10% de notre activité. Ce segment que nous souhaitions développer répond à un besoin fort des entreprises. Pour un employeur, un meilleur accès et des meilleurs services de santé sont des facteurs importants d'attraction et de fidélisation de leurs talents. Je passe désormais aux particuliers. L'activité dommages représente 20% de nos primes globales. Nous avons su soutenir nos marges techniques tout en assurant une grande satisfaction de nos clients. Enfin, le reste de notre activité se situe en vie et santé des particuliers, ainsi qu'en gestion d'actifs. Ce bon mix tient sa qualité de nos solides réseaux de distribution et de notre offre diversifiée en gestion d'actifs, avec notamment notre plateforme d'investissement alternatif qui est la première en Europe. Vous le savez, AXA aujourd'hui est dans une logique d'investissement dans nos marchés clés. Nous venons par ailleurs annoncer la finalisation de notre acquisition de groupe assurance du Crédit Mutuel en Espagne. Cette acquisition nous permet de passer du 6e acteur au 4e acteur dans le marché espagnol. Aujourd'hui, en plus, nous annonçons l'acquisition de Laya Healthcare qui nous permet de devenir l'un des 2 plus grands acteurs dans le segment de la santé en Irlande. Cette acquisition est importante pour AXA. Elle permet de nous diversifier dans un marché où nous sommes déjà bien ancrés en auto et où nous sommes sur la première position de ce marché. Elle s'intègre parfaitement dans notre stratégie de croissance ciblée en santé. Aujourd'hui, Laya Healthcare compte 600 000 clients et détient 28% de parts de marché en Irlande. Nous sommes très fiers de pouvoir annoncer aujourd'hui cette acquisition. Elle sera, nous l'espérons, effective d'ici la fin de l'année, après avoir reçu l'ensemble des approbations réglementaires. Cette réussite n'est pas que financière. Nous avons également progressé dans la satisfaction de nos collaborateurs et de nos clients. Je commence par nos collaborateurs qui sont vraiment le moteur d'AXA à travers plus de 50 pays. Tout d'abord, je souhaiterais souligner nos progrès en matière de diversité, de genre et l'inclusion chez AXA, qui sont des sujets qui me tiennent beaucoup à cœur. Aujourd'hui, plus de 40% de nos équipes de direction sont des femmes. Et d'ailleurs, notre indicateur de mesure globale de l'inclusion est au plus haut niveau avec 40 points. À travers de notre plan d'actionnariat salarié, nous sommes fiers de pouvoir associer nos employés aux choix stratégiques du groupe. Depuis maintenant 30 ans, grâce à ce plan, près de 30% de nos collaborateurs sont des actionnaires. En 2022, nous avons recruté près de 16 000 personnes et investi 85 millions d'euros pour la formation de nos collaborateurs. Cette année, nous avons aussi officialisé la mise en place de notre politique de smart working à long terme. Enfin, nous développons une politique globale très innovante en matière de santé et de bien-être
qui bénéficie l'ensemble de nos collaborateurs depuis 2021. Toutes ces actions nous permettent un engagement très fort et un très bon niveau de satisfaction de nos collaborateurs. Aujourd'hui, notre Employee Net Promoter Score s'établit à l'excellent niveau de 37 points, en hausse de 2 points par rapport à 2022. Nos clients sont également au cœur de notre transformation. Vous le savez, AXA a versé l'année dernière près de 50 milliards d'euros pour indemniser les sinistres de ses clients et versé 5,9 milliards d'euros d'intérêts à nos clients en épargne. Pour améliorer la satisfaction de nos clients, nous avons mis en place des plans d'action pour améliorer leur expérience sur les différents parcours et nos canaux de distribution. Nous cherchons toujours à perfectionner nos offres, nos services et certainement aussi notre gestion de sinistres. Nous mesurons notre Net Promoter Score au sein de 34 de nos activités et pays à travers le monde. Il y a 6 ans maintenant, seulement la moitié de nos indicateurs étaient égales ou supérieurs à celles du marché. Aujourd'hui, tous nos pays sont égales ou supérieurs à celles du marché. Aussi, nous poursuivons nos efforts en matière de climat avec grande détermination. Il y a quelques semaines, nous avons publié des nouveaux objectifs intermédiaires de décarbonisation d'ici 2030 pour nos portefeuilles d'investissement, mais aussi, et c'est pour la première fois, pour nos portefeuilles d'assurance. Je commence par nos objectifs d'assurance absolument fondamentaux. D'ici 2030, nous nous sommes fixés 3 grandes cibles. D'abord, réduire de 30% les émissions absolues de nos grands clients corporates. Deuxièmement, réduire de 20% l'intensité carbone des autres clients. Troisième, réduire de 20% l'intensité carbone de nos portefeuilles auto particuliers. En parallèle, d'ici 2026, nous allons développer nos offres et services dédiés à l'assurance de la transition écologique. Je pense en particulier au développement des énergies renouvelables et aux options des Green Claims. Par ailleurs, nous poursuivons nos efforts en visant une baisse de 50% de l'empreinte carbone des actifs de notre fonds général entre 2019 et 2030. Nous sommes également très bien positionnés pour atteindre notre objectif de 26 milliards d'euros d'investissement vert d'ici la fin de l'année. Nous avons déjà atteint 25,1 milliards d'euros en 2022. Enfin, nous avons été cette année le premier assureur européen à signer un Virtual Power Purchase Agreement. Par ce contrat, nous nous engageons à acheter la production électrique d'une ferme solaire en Espagne pendant 10 ans. Cela correspond à l'intégralité de la consommation électrique de nos bâtiments et de nos data centers en Europe. En tant qu'assureur responsable, nous participons aussi à l'alimentation du mix électrique européen en énergie renouvelable. Pour terminer mon introduction, je voudrais revenir sur les objectifs clés de notre plan stratégique qui se terminera à la fin de cette année. Le résultat opérationnel par action augmente de 8%. Nous sommes en excellente voie pour dépasser notre objectif qui est entre 3 et 7% sur l'ensemble de la durée du plan. Notre ratio de solvabilité 2 se lève à 235%, bien au-delà de notre objectif de 190%. La rentabilité de nos capitaux propres atteint le niveau
de 16,6%. Nous sommes aussi bien placés pour dépasser notre objectif, situé entre 13 et 15% sur la durée du plan. Enfin, nous sommes très confiants de dépasser notre objectif de remontée de trésorerie de 14 milliards d'euros sur la période de notre plan stratégique. Notre excellente performance, reflétée par les indicateurs clés que je viens de mentionner, est le fruit de la réussite de notre transformation. Elle a été portée par les bons résultats de nos métiers dans l'ensemble de nos marchés. Cela nous permet d'être aujourd'hui très confiants dans l'attente de notre objectif de résultat opérationnel en 2023. Notre objectif initial annoncé en mai dernier était de 7,5 milliards d'euros. Je passe maintenant la parole à Frédéric de Courtois qui va rentrer dans le détail de ces bons résultats. Merci Thomas, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous commenter maintenant les résultats par ligne de métier. Et je commence par notre métier principal qui est l'assurance dommages. Vous voyez que les primes de l'assurance dommages connaissent un fort développement, à plus 7%. Et si je l'analyse au travers des différents segments, donc vous voyez que l'assurance entreprise, qui représente environ 2/3 de notre activité d'assurance dommages, connaît une forte croissance de l'ordre de 9% sur le premier semestre, ce qui est dû à la fois à une forte demande de nos assurés et à un contexte général de hausse des prix. La réassurance, qui pour nous est un métier plus petit, connaît une baisse de 3% de son chiffre d'affaires. Vous vous souvenez sûrement que nous avons fortement réduit nos expositions CAT et ressouscrit le portefeuille sur la réassurance. Tout ceci dans un contexte d'augmentation des prix. Et donc, ce qu'on voit, c'est que la baisse de nos expositions et de nos primes, d'une part, est en large partie compensée par la hausse des prix pour arriver à un chiffre d'affaires à peu près stable. Dernier segment important, évidemment, l'assurance des particuliers, avec une bonne croissance de 5%. Sur ce sujet, focus sur la rentabilité, bien sûr, des hausses de tarifs pour compenser l'inflation variable selon les marchés en Europe et une bonne dynamique commerciale avec un apport net en auto qui est positif aussi bien en Europe qu'en France. Sur la page suivante, vous voyez que notre rentabilité technique mesurée par le ratio combiné est à un niveau élevé avec un ratio combiné de 90,9%. Bon, le mode de calcul de ce ratio combiné a un peu changé avec IFRS 17, comme vous le savez. Qu'est-ce qu'on peut retenir d'un point de vue activité et business? D'une part, une discipline générale de notre part sur la technique et sur les coûts, ce qui est la tendance de fond. Par ailleurs, un niveau de catastrophe naturelle plutôt en dessous de la normale et un peu en dessous de l'année dernière. Pour être plus précis, vous savez qu'on a un budget de catastrophe naturelle de 4% des primes par an. On a une activité de catastrophe naturelle qui est en ligne avec le budget aux États-Unis et plutôt inférieure en Europe. Et on termine le semestre avec une charge de catastrophe naturelle de 3% de nos primes, donc un peu inférieure à nos budgets et à nos attentes. Dernier commentaire sur ce sujet, les sinistres graves, en revanche, ont été à un niveau plutôt élevé, un peu supérieur à nos attentes. Ils sont stables par rapport à l'année dernière. L'année dernière incluait une très forte perte liée à l'Ukraine. Donc vous voyez que malgré l'absence d'une forte perte liée à l'Ukraine au premier semestre 2023, le montant des sinistres graves reste stable. L'activité est donc assez élevée. Le coût des émeutes en France a été pris en compte au premier semestre. Et voilà, tout ceci, l'ensemble de ces éléments mène à un résultat technique de 90,9%,
donc un très bon niveau. Sur la page suivante, c'est la conséquence de tout ce que je viens de vous expliquer, donc un résultat au premier semestre en assurance dommage de 2,7 milliards, en hausse assez significative. Donc évidemment, vous voyez que le résultat varie selon les normes comptables appliquées. Dorénavant, on n'appliquera que les normes IFRS 17. Ce qu'il faut retenir, c'est que la hausse de ce résultat est principalement due à ce que je vous ai dit sur le résultat technique et donc à la hausse du résultat de souscription, avec en revanche un revenu d'investissement en légère baisse, qui est la somme de deux éléments contradictoires, des taux de réinvestissement plus élevés sur le portefeuille obligataire et un moindre paiement de dividendes de nos fonds en private equity et autres. Donc voilà, très légère baisse sur les revenus des investissements et résultat globalement en forte augmentation de 54% sur l'assurance dommage. Je passe à notre deuxième métier qui est l'assurance vie et santé. Oui, sur l'assurance vie et santé, l'activité, donc les primes sont en baisse de moins 1%, donc quasi stable. On note une dynamique en croissance au cours de l'année avec un deuxième trimestre qui est meilleur que le premier. Donc un momentum plutôt bon, avec des évolutions variables, une bonne activité sur la prévoyance, une activité un peu faible sur les contrats en unité de compte liée à la volatilité des marchés, une très forte activité sur les contrats en fonds général à faible consommation de capital, donc notamment les contrats avec garantie à maturité, c'est-à-dire Eurocroissance en France, et une activité réduite et conforme à notre stratégie sur le fonds général traditionnel. Donc dans l'ensemble, une activité stable et un bon momentum avec un deuxième trimestre en accélération par rapport au premier. En assurance santé, des primes en baisse de 6%. Il faut avoir en tête, on vous l'avait dit à la fin de l'année dernière, qu'on avait résilié 2 contrats de réassurance très importants pour un montant d'environ 2 milliards à la fin de l'année dernière. Donc évidemment, ça pèse sur le chiffre d'affaires. Hormis cet impact exceptionnel, l'activité en assurance santé, les primes, augmentent de 7%, ce qui est une bonne augmentation et en phase avec nos objectifs. La marge sur les affaires nouvelles est stable, voire en très légère hausse, donc un bon mix d'activités, une bonne discipline sur la qualité du business, et une collecte nette, donc entrée moins sortie, en très légèrement négative, comme vous le voyez, avec une assez forte baisse sur les fonds généraux en épargne traditionnelle et une activité positive et en croissance en prévoyance et en santé et à peu près à l'équilibre en unité de compte et sur les fonds généraux à faible consommation de capital. Donc une activité vie correcte avec une accélération du momentum au deuxième trimestre. Tout ceci sur la page suivante nous mène à un résultat qui est en baisse en activité vie et santé de 13%, avec une explication principale qui est liée aux difficultés de l'assurance santé au Royaume-Uni. Tout ce qui se passe autour du NHS, donc du système de la sécurité sociale anglaise, et des difficultés à répondre aux besoins des assurés et des clients, conduit à une forte augmentation de la consommation dans le système privé, ce qui impacte nos sinistres. Donc on a une assez forte augmentation des sinistres en Angleterre qui explique ce résultat technique en baisse de 137 millions. C'est évidemment un sujet que nous gérons. On a pris la perte au premier semestre. On va progressivement augmenter les prix pour tenir compte de cette activité. À moyen terme, c'est plutôt positif puisque les assurés et les clients au Royaume-Uni se tournent vers le système privé, donc c'est bon pour l'activité à moyen terme. À court terme, ça se traduit par une augmentation des sinistres. Les résultats financiers également en baisse,
toujours lié à ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire des taux de réinvestissement plus élevés sur le portefeuille obligataire et des versements de dividendes, des distributions moins élevées sur les fonds. Et tout ceci nous mène donc à cette légère baisse du résultat de l'assurance vie et santé. Sur la dernière page, sur l'asset management, sur la gestion d'actifs, ce qu'on peut retenir, c'est une bonne résilience générale de cette activité, évidemment impactée négativement par la volatilité et par l'impact sur les marchés et sur les comportements des clients. Mais vous voyez que les actifs sous gestion sont quasiment stables. Et ce qui est important, c'est que la collecte nette, qui est également proche de l'équilibre, s'analyse comme une très bonne activité auprès de nos clients tiers, aussi bien pour l'activité core que l'activité alternative. Et en revanche, une décollecte du fonds général d'AXA, ce qui est lié à ce dont je vous ai parlé, c'est-à-dire sur les fonds généraux à forte consommation en capital, une collecte nette négative, plus un certain nombre d'éléments, le paiement du dividende, etc. Donc, dans l'ensemble, une activité qui se tient très bien sur les clients tiers et une masse d'actifs sous gestion à peu près stable. Un résultat opérationnel en légère baisse, ce qui est essentiellement la conséquence de ce que je vous ai dit, mais également d'un certain nombre d'investissements que nous faisons pour développer le business et dont vous verrez les effets positifs au cours des prochaines années. Conclusion, une activité très satisfaisante, bonne discipline et croissance forte de nos résultats, notamment en assurance dommages, ce qui conduit aux chiffres que vous a expliqué Thomas en introduction. Je passe la parole à Alban. Merci Frédéric. Bonjour à tous. Donc, sur la slide, vous voyez donc un récapitulatif de notre résultat opérationnel par ligne de métier, comme Frédéric vient de l'expliquer. Il est en hausse de 5%. Quand vous ajoutez à ça l'effet des rachats d'actions que nous avons effectués au cours des dernières années, nous sommes, qui est donc de plus 3%, nous avons une croissance de notre résultat opérationnel par action de 8% au premier semestre, ce qui est encore une fois un signe de notre capacité à délivrer un résultat en croissance régulière, quel que soit le contexte. Vous voyez aussi que le résultat net est en légère baisse, à moins 7%. Rappelons-nous que nous passons de la norme IFRS 4 à la norme IFRS 17, et en norme IFRS 17, les plus-values actions ne passent plus par le compte de résultat, elles vont directement en fonds propres. Donc il n'y a plus que les plus-values immobilières et par construction, elles sont moins étalées au cours de l'année et il y en aura sans doute davantage au deuxième semestre. Je passe à la page suivante qui présente l'évolution de notre ratio de solvabilité. Donc il y a plusieurs choses à retenir. D'abord, le fait que nous atteignons un niveau extrêmement élevé de solvabilité à 235%, ce qui montre la robustesse de notre bilan. La deuxième chose, c'est de regarder comment on arrive à ce résultat-là. Plusieurs aspects. Le premier, c'est que nous créons 25 à 30 points de solvabilité par an avant dividende et que ce semestre-ci, nous avons créé 16 points. Donc nous sommes en haut et même nous dépassons légèrement la fourchette que je viens d'indiquer. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez voir que nous faisons cette croissance sans avoir besoin de plus de fonds propres. Donc c'est une croissance légère en fonds propres. Deuxième chose à noter dans ce graphe, c'est que les marchés ont eu un impact positif de 4 points sur notre solvabilité. Et le dernier point sur ce graphe, c'est que nous avons réduit encore davantage notre gap de duration,
Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que nous sommes beaucoup moins sensibles aux mouvements de taux d'intérêt. Et vous le voyez sur la droite, les mouvements de taux de 50 points de base à la hausse ou à la baisse ont un impact de plus 5 points ou moins 7 points. C'était le double il y a encore 2 ans. Donc c'est très notable aussi. Donc nous avons non seulement un bilan robuste, mais nous créons aussi beaucoup de solvabilité et nous avons réduit notre sensibilité au marché financier. Et donc, la conclusion qu'on peut en tirer sur la page suivante est la suivante. Nous avons un modèle de business qui nous permet d'avoir une croissance régulière de nos résultats, mais avec une forte génération en capital et un besoin en capital réduit. Ça se voit bien sûr en assurance dommages et en santé où les besoins en fonds propres sont assez limités, mais ça se voit aussi en assurance vie où nous progressons vers notre objectif de vendre des produits qui ont une faible consommation en capital. Et donc, ceci nous permet également d'être confiants dans notre capacité au global à faire remonter du cash via des dividendes de nos différentes filiales, ce qui est un de nos objectifs principaux. Donc, robustesse du bilan, croissance de la solvabilité et confiance dans notre remontée de trésorerie. Et je redonne la parole à Thomas pour la conclusion. Merci Alban. En conclusion, j'aimerais revenir sur notre performance. Comme vous avez vu, dans un environnement qui reste quand même difficile, le groupe peut compter sur sa résilience et son bon positionnement. AXA a réalisé une très bonne performance au premier semestre et ça témoigne une belle exécution de la stratégie du groupe, mais aussi un très fort engagement de tous nos collaborateurs. Nous avons un niveau satisfaisant de la croissance. Notre résultat opérationnel progresse d'une manière significative, porté plus particulièrement par nos activités dommages et une forte rentabilité technique. J'aimerais mentionner encore une fois l'excellente performance d'AXA XL. Comme Alban vient de citer, le groupe a un très haut niveau de bilan avec un ratio de solvabilité de 235%, très largement au-dessus de notre objectif. Nous sommes donc très confiants dans notre capacité de dépasser certains objectifs de notre plan stratégique Driving Progress 2023 et atteindre notre objectif de résultat opérationnel de plus de 7,5 milliards d'euros pour 2023. L'ensemble de tous ces éléments que je viens de vous présenter nous rendent optimistes pour l'avenir. Je vous remercie pour votre attention. Nous sommes maintenant disponibles pour répondre à vos questions. Nous allons démarrer par une première question d'AXA.com. Question from Anna Macia. Une question d'Anna Macia de Milano Financia. J'aimerais poser quelques questions en ce qui concerne l'Italie. Quelles sont les performances de vos activités, vie et dommages? Quelle est votre vision en ce qui concerne MPS? Y aura-t-il ou pensez-vous qu'il y aura un changement de contrôle? Envisagez-vous de faire des acquisitions en Italie? Et Tua Assicurazioni sur le marché, Generali semble vouloir la céder. Merci pour ces questions. Je suggère que Patrick Cohen, le directeur général Europe, qui est avec nous sur ce call, vous réponde. Je vais synthétiser vos questions. Vous souhaitez savoir quelles sont nos performances en Italie, à la fois sur l'activité dommages et l'activité vie, la situation en ce qui concerne MPS et des changements potentiels de ce côté-là et les cibles d'acquisition potentielles. Patrick, à vous la parole. Merci Thomas, merci pour ces questions. Je vais commencer par la question sur la performance de nos activités. Eh bien, nous sommes satisfaits
de la dynamique que nous enregistrons dans l'activité dommages. Nous affichons de la croissance à la fois sur les entreprises et sur les particuliers, une croissance stable sur les années, avec un renforcement de nos capacités dans ces deux activités, avec une poursuite de la croissance qualitative sur les activités que nous générons. En ce qui concerne l'épargne retraite, les choses sont un petit peu plus dures sur ce semestre, ce qui illustre l'environnement dans lequel nous évoluons, la forte volatilité, le ralentissement du côté des produits en unité de compte, également le contexte de taux d'intérêt en hausse, également la concurrence du côté des obligations gouvernementales. Mais l'équipe est très engagée en soutenant l'innovation, pour fournir à nos clients des propositions très solides et pour relancer la croissance de ce côté. Alors, en ce qui concerne MPS, comme vous le savez, c'est un partenaire stratégique à long terme pour AXA. Nous avons de très bonnes relations avec l'équipe de direction. Nous soutenons totalement le plan stratégique de cette banque. Nous travaillons très étroitement avec eux et nous innovons effectivement sur de nouvelles propositions de produits et nous continuons de servir les clients de mieux en mieux, notamment par les solutions numériques. Donc, nous sommes engagés dans un esprit de partenariat très solide et avec la vision de générer une dynamique vertueuse et forte. En ce qui concerne des cibles d'acquisition potentielle, l'Italie est un marché stratégique pour le groupe AXA. Et c'est un des marchés où nous sommes fortement présents. Et évidemment, nous allons continuer d'être très attentifs à ce qui se passe sur ce marché. Merci, Patrick. Passons à la question suivante. Oui, question suivante de Daniel Guinaud du Figaro. Daniel, vous avez la parole. Allumez votre micro et posez votre question. Daniel, vous pouvez allumer votre micro et poser votre question. Daniel, activez votre micro et posez votre question. All right, Très bien. Passons à la question suivante de Ronan McCarthy de Life Insurance International. Ronald, vous pouvez allumer votre micro et poser votre question. Merci, bonjour à tous. C'est Ronan McCarthy de Insurance CRM Publication et pas Life Insurance. Alors, ma question. Est-ce que ça a été difficile pour vous, cette introduction de la norme IFRS 17 au sein du groupe AXA? Est-ce que ça a été un gros défi? Est-ce que cela a modifié vos résultats et leur présentation? Est-ce qu'il reste encore des travaux, des processus par rapport à ce chantier IFRS 17 sur 2023? Merci pour votre question. Eh bien, l'introduction de cette norme IFRS 17 s'inscrit dans un projet de long terme, mais a demandé effectivement des adaptations dans nos systèmes. C'est un projet qui nous a coûté 200 millions environ. Sur l'ensemble du chantier. Lorsqu'on regarde le résultat, ce que nous avons indiqué depuis le début est qu'au global, la norme IFRS 17 ne modifie pas notre position de trésorerie parce que ça n'a aucun lien avec la présentation comptable. Si on regarde notre résultat, nos fonds propres, IFRS 17 n'a pas eu d'impact. Vous avez vu la croissance de notre réseau opérationnel de 5% en IFRS 17 par rapport à l'exercice précédent. Lorsque vous regardez le détail, ligne par ligne, eh bien, vous avez de nouvelles composantes du côté de l'activité de dommages, notamment l'actualisation et les résultats financiers. Vous avez une autre façon de présenter les résultats vie avec la marge de CSM. Ceci ajoute de la complexité parce que ce sont de nouvelles composantes et chacun doit comprendre les évolutions qui sont des évolutions comptables mais qui n'affectent pas la nature de notre activité ni notre rentabilité.
Si vous me permettez, Alban, j'ajouterai un point. Nous sommes fiers d'être la première grande entreprise à publier nos résultats en normes IFRS 17, liés à l'engagement de notre équipe à une comptabilité, des systèmes de comptabilité qui sont standardisés, uniformisés dans le monde entier. Alors, bien entendu, ce n'est pas une course, le fait d'être les premiers à publier nos résultats en IFRS 17, mais nous en sommes fiers. Question suivante. Et la question de Daniel Guinaud du Figaro, que nous allons lire à haute voix pour des problèmes techniques. Daniel a une question en matière de décollecte en matière d'assurance vie. Elle voudrait en savoir plus sur la France, savoir si c'est inquiétant et comment l'expliquerions-nous. Très bien, merci Daniel pour votre question. On a également Guillaume Bourry, directeur général d'AXA en France, avec nous. Et je propose que Guillaume va répondre à cette question de la collecte de l'assurance vie en France. Guillaume. Bonjour à tous et merci beaucoup. Sur la collecte de l'assurance vie pour AXA France, on a eu un premier semestre fait de deux moments très différents. Un premier trimestre plutôt difficile et un deuxième trimestre très satisfaisant. Comme Frédéric de Courtois l'a indiqué tout à l'heure, on a des tendances qui sont proches de celles du groupe avec une décollecte sur le fonds euro et une collecte positive sur le premier semestre, à la fois sur les unités de compte et sur l'eurocroissance, avec en particulier un très grand succès de l'eurocroissance sur le premier semestre, plus 80% en termes de chiffre d'affaires et une collecte nette qui est à plus 1,3 milliard sur le segment de l'eurocroissance. Donc au total, notre chiffre d'affaires sur l'épargne individuelle au premier trimestre, il est stable par rapport à l'an dernier. Un premier trimestre qui avait été à moins 6,5 et un deuxième trimestre qui est à plus 7,5 et un excellent mois de juin à plus 14%. Donc en synthèse, à l'heure où je vous parle, la collecte nette n'est pas un sujet d'inquiétude pour AXA France. Merci Guillaume. On passe à la Next question. La question suivante vient de Maximilien France, de Versicherung Fellschaft. Maximilien, veuillez allumer votre micro. Allez-y. Oui, vous m'entendez? Désolé, j'ai des problèmes de sono. On vous entend. Deux questions. D'abord, est-ce que vous prévoyez de vendre AXA Re? Premièrement. Deuxièmement, est-ce que vous êtes vraiment satisfait du score en Allemagne du semestre et qu'est-ce que vous attendez pour l'année à venir pour l'Allemagne? Et peut-être une troisième question, est-ce que l'Allemagne est un marché pour des possibles acquisitions? Merci beaucoup. Merci Maximilien de vos questions. Je propose de répondre à vos premières et troisième questions et Patrick Cohen répondra à la deuxième question concernant la performance allemande. Commençons avec la troisième question. L'Allemagne est clairement un marché que nous aimons beaucoup, nous sommes bien positionnés. Et s'il y a des possibilités d'augmenter notre empreinte, on le regarderait certainement, tout en assurant bien sûr que la discipline de la gestion des capitaux est appliquée, comme nous l'avons déjà fait. Deuxièmement, concernant AXA Re, vous avez pu voir dans ce que Frédéric de Courtois me précisait, c'est que AXA Re progresse très bien. Nous avons certainement réduit de manière significative notre exposition aux catastrophes naturelles. Cette année, une fois de plus, de 35%, ce qui fait que AXA Re a une performance excellente avec un taux combiné, un ratio d'exploitation d'environ 80%. C'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Et nous continuons donc nos efforts de rendre AXA Re une activité de réassurance attirante. Patrick, est-ce que vous pourriez répondre à la deuxième question sur la satisfaction? Je dirais que nous sommes très satisfaits du momentum de résultats que nous avions selon ce qui a déjà été décrit pour AXA et pour l'Europe, en particulier du côté PNC,
où en assurance dommage, où nous voyons une bonne croissance, mise en valeur d'ailleurs par Frédéric. Nous restons vigilants sur l'augmentation de la sinistralité ou la fréquence après Covid. Les équipes ont déjà mis en œuvre une série de mesures techniques pour contenir ce qui semble être une nouvelle configuration, une nouvelle donne après Covid en termes de niveau de fréquence, ce qui nous fait revenir à où nous étions avant Covid. Merci Patrick, merci Maximilien de vos questions. Question suivante. La question suivante vient de Herbert Fromm de Süddeutsche Zeitung. Herbert, veuillez allumer votre micro. Êtes-vous en mesure d'allumer votre micro, Herbert, s'il vous plaît? Bon, on va passer à Michael Stanczyk de Versicherung Wirtschaft. Pouvez-vous, s'il vous plaît, allumer votre micro et allez-y. Bonjour tout le monde. J'ai une question pour Monsieur Bobel. Il a eu un entretien récemment avec un journal mexicain et là, il avait dit qu'il avait compris que ces dernières années, qu'on ne peut pas tout maîtriser de Paris et que le marché local, les marchés locaux sont très importants pour l'entreprise, pour le groupe, car les clients ont des exigences différentes, ont besoin de produits différents. Et je constate que d'autres grands acteurs, des concurrents, visent une voie différente et essayent de standardiser en essayant de rendre les produits plus comparables d'un pays à l'autre. Qu'est-ce que vous voyez, Monsieur Bubel? Quel est l'avantage de votre stratégie actuellement? Et ma deuxième question, concerne votre plan stratégique qui prend fin cette année et quelles sont les étapes à venir pour les années à venir? Merci de vos deux questions. Je commence avec votre deuxième question sur le plan stratégique. C'est vrai que le plan actuel prend fin à la fin de 2023. L'étape suivante est de lancer un nouveau plan qui commencera en 2024. Nous le ferons au début de l'année, puisque vous avez vu, une fois de plus aujourd'hui, que notre modèle assure des résultats bons et satisfaisants. Et donc notre plan stratégique suivant va certainement concentrer sur comment mieux développer ou plus développer davantage ce modèle, mais aussi comment on peut le rendre encore plus rentable, ce qui sera le sujet sans dévoiler les détails à ce stade. Il y aura d'autres nouvelles dans le premier semestre de 2024. Quant à votre article dans le journal mexicain, oui, AXA, dès le début de son histoire, a privilégié un modèle très équilibré, où le groupe supervisait toutes les entités locales et se focalisait sur les sujets centraux tels que la marque, le risque d'audit, contrôle, les finances, mais aussi les grands investissements. Et nous laissons la gestion opérationnelle des entités au PDG local et à l'équipe locale, car nous avons vu maintes fois que l'assurance est une activité locale. Les besoins de clients, les préférences de clients sont toujours très localisés et nous voudrions laisser autant de flexibilité que possible aux équipes locales, bien sûr restant dans le périmètre du groupe, pour travailler vers un engagement fort des collaborateurs et une satisfaction élevée des clients. Et comme j'avais dit lors de mon introduction, c'est quelque chose que nous avons réalisé sur tous les fronts
la satisfaction des collaborateurs est à 37 points en NPS. Ça n'a jamais été aussi élevé. Et quand on regarde la satisfaction client, on voit la même chose dans l'ensemble de nos marchés, où nous avons une satisfaction client au moins à la moyenne du marché et dans la plupart des cas au-dessus de la moyenne du marché. Nous souhaitons donc continuer dans cette aventure car cela s'est avéré une réussite. Est-ce qu'on passe à la question suivante? Question is from Herbert Fromm from Süddeutsche Zeitung. Please, Herbert, switch on your microphone and go ahead. Herbert, vous pouvez allumer votre micro. Oui, bonjour. Ma question sera posée en anglais. J'ai 3 questions. La première concernant AXA XL. Nous entendons de la part de grands clients allemands l'expression d'une certaine frustration, à savoir que de nombreuses décisions de souscription du côté d'AXA XL ne sont plus prises à Londres, mais sont prises aux États-Unis, qu'il y avait avant un contact très étroit entre les clients allemands et les équipes de souscription, et que ça semble ne plus être le cas. Vous avez également mentionné que votre score de NPS était meilleur que vos concurrents. Peut-être que vous pourriez nous donner quelques chiffres de comparaison. Et les assureurs étaient généralement dans des territoires négatifs en matière d'NPS. Est-ce que vous pouvez nous donner un score NPS pour vos 3 principaux marchés? Ma troisième question. Vous avez 50 ans, Monsieur Buberl, ça fait 8 ans que vous êtes aux manettes du groupe AXA. Comment est-ce que vous allez passer le reste de votre vie? Est-ce que vous allez rester à la tête d'AXA? Quelles sont vos perspectives personnelles? Est-ce que nous allons vous voir toujours aux manettes d'AXA d'ici 3 à 4 ans? Merci Herbert pour votre question. Je souris parce qu'il n'y a que vous qui puissiez poser votre dernière question. Sur la première question concernant AXA XL, eh bien, nous avons un modèle très clair chez AXA XL qui suit exactement la même logique que j'ai décrite plus tôt en répondant à la question de votre collègue Michael, à savoir les orientations techniques stratégiques pour l'ensemble des métiers d'AXA XL sont fixées par le responsable de la souscription d'AXA XL aux États-Unis, mais la mise en œuvre des décisions dans le cadre de ces orientations et de ces lignes directrices techniques sont faites au niveau de géographie et au niveau de l'Allemagne. Cela est réalisé à Dublin parce que le siège européen d'AXA XL est localisé à Dublin en Irlande. Et donc, ce modèle fonctionne bien depuis quelques années. Et évidemment, nous avons le retour régulier de nos clients, y compris de nos grands clients chez XL. Et pour le moment, nous n'avons eu aucun signal dans les différents pays que cette situation ne soit pas satisfaisante. En ce qui concerne le score NPS, nous ne mesurons pas le NPS seulement par marché, mais également par métier au sein de nos différents marchés. Donc, je ne peux pas vous donner un NPS pour le marché allemand parce qu'il y en a 3 ou 4 en fait. Donc il faut rentrer de façon plus granulaire et je peux y répondre à votre question après ce call. Mais nous avons la moyenne du marché en termes de NPS plus nos propres indicateurs mesurés par des organismes tiers et donc qui mesurent la progression. Et on peut tout à fait vous montrer ces éléments et vous comprendrez effectivement très facilement la progression. Alors effectivement, avoir 50 ans, c'est une étape dans une vie. Cela fait près de 7 ans que je suis aux manettes du groupe AXA. Ce sera 8 ans en début septembre. Ça a été une trajectoire fantastique avec une équipe fantastique. Et vous me voyez ici, je reste très jeune malgré mes 50 ans. Je reste plein d'énergie. J'ai énormément d'idées avec mon équipe pour les phases suivantes que nous allons mettre en œuvre. Question suivante. Question suivante de Ronald McCarthy de Life Insurance International. Ronald, vous pouvez allumer votre micro et poser votre question. Bonjour, Ronald à nouveau. Je ne fais pas partie de Life Insurance
Insurance, mais de Insurance IRM à Londres. Ma question porte sur l'alliance Net Zero. Alors, quelle est votre vision sur l'alliance Net Zero et quelle contribution, quelle initiative vous prenez dans ce cadre? Merci Ronald pour votre question. Alors, cette partie de la Net Zero Insurance Alliance, pour moi, est un chapitre relativement triste parce que AXA était à l'origine de cette alliance, de cette alliance d'assureurs, puisqu'il est important, effectivement, que du côté des gestionnaires d'actifs et du côté des assureurs, il y ait un attelage qui travaille main dans la main. Donc, nous avons passé une première partie de notre participation dans le bon calcul, la bonne mesure des émissions liées aux activités assurantielles et également à définir un cadrage des objectifs, un suivi de ces objectifs. Et à la mi-année 2023, nous avons réalisé ce jalon. Malheureusement, cette très bonne dynamique au sein de l'Alliance a été perturbée et nous avons dû prendre la décision de sortir de cette alliance, ce qui ne signifie absolument pas que nous avons dit au revoir à toutes nos ambitions sur le front climatique. Comme je l'ai dit dans mes propos introductifs, juste après cette annonce que nous sortions de la Net Zero Insurance Alliance, nous avons publié pour la toute première fois, au-delà des objectifs que nous avons fixés du côté des actifs, nous avons publié nos objectifs du côté assurantiel. Et comme vous l'avez vu, je les ai mentionnés dans mes propos introductifs parce que pour moi, c'est un pilier essentiel dans notre stratégie et nos engagements pour s'assurer que, à la fois en tant qu'investisseur et à la fois en tant qu'assureur, le groupe AXA puisse influencer les décisions, notamment celles des entreprises en matière de transition climatique. Maybe we take one last question. Allez, on va prendre peut-être une dernière question puisque nous avons beaucoup progressé. Nous n'avons plus de questions. Merci. Eh bien, dans ce cas, je voudrais vous remercier de vos questions, de votre attention et souhaiter à ceux qui n'ont pas encore pris leurs vacances d'excellentes vacances et un excellent été. Merci encore.